Eh bien, on va pouvoir commencer. Bienvenue à cette table ronde sur les médias et les musiques de création. Donc, je vais commencer par un petit mot d'introduction. Cette table ronde a été initiée par un groupe de travail de Futurs Composés. Je remercie au passage Futurs Composés pour l'invitation et l'organisation. Donc, le constat de départ est double. Il n'y a pas de place pour les musiques de création dans les médias mainstream. Et les médias spécialisés sont en crise depuis des années, manquent cruellement de moyens et ne touchent souvent que les pairs ou un public restreint déjà acquis à la cause. Dans ces conditions, comment susciter l'intérêt, comment attiser la curiosité pour nos musiques chez d'autres publics? L'enjeu de cette discussion sera de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pose des mots sur nos musiques, comment est-ce qu'on en parle, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Quelles pratiques d'écriture ou quelles pratiques discursives on peut adopter pour, côté artiste, donner envie aux médias de parler de nous, et puis côté médias, donner envie au public de s'intéresser aux musiques de création. En bref, à qui on s'adresse et comment. On va se promener au gré de la discussion de tous les côtés de la scène, donc du côté de la création comme du côté de la réception, et on verra s'il existe aussi des problématiques communes aux musiques de création, à la musique contemporaine et au jazz et aux musiques improvisées, grâce à nos invités multicasquettes. David Sanson, conseiller artistique, bonjour. Qui est actuellement donc conseiller artistique à l'abbaye de Noirlac. Vous êtes auteur, journaliste depuis longtemps. Vous avez été rédacteur en chef de Classica et de Mouvement. Et vous êtes également traducteur. Valérie de Saint-Do, bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste et autrice. Vous avez notamment co-dirigé la revue Art et Société qui s'appelait Cassandre Hors-Champ dans les années 2000. Et Alexandre Pierrepont, bonjour et bienvenue. Vous êtes anthropologue, maître de conférences à l'Université Paris 8 et vous êtes le directeur artistique de The Bridge, qui est un programme d'échange international entre les États-Unis et la France dans le jazz et les musiques improvisées. On va commencer en fait cette discussion par la projection d'une vidéo puisque deux autres intervenants sont avec nous mais de manière médiatisée. Kate Mollison, qui est une critique musicale et une autrice et une journaliste à la BBC, et Thomas Schaeffer, le directeur du Festival international de musique de Darmstadt. Ils ont tous les deux enregistré en amont une petite vidéo qui va nous permettre d'introduire, de rentrer dans le sujet et qui est en lien avec le groupe de travail de Futurs Composés. Mais sur ce sujet, je vais laisser Fabienne Séveillac dire deux mots pour faire le lien avec la vidéo. Fabienne Séveillac, qui est directrice de l'ensemble IOD, je prononce bien IOID Voices, et qui a initié le fameux groupe de travail dont je parle. Merci. Bonjour à tous, merci de votre présence. Oui, je voulais juste dire deux mots pour présenter un petit peu la vidéo, en fait. Étant basée à Bruxelles donc ayant initié ce groupe de travail donc, sur notre relation aux médias, sur notre présence dans les médias, on a la chance d'être un groupe multiple en fait. Je vais nommer les gens qui font partie du groupe de travail. Il y a Myriam Boussavoad des percussions et claviers de Lyon, Angélique Dacier de l'ensemble Offrande, Laurence Rougier qui s'occupe donc de Futurs Composés, Colin Vandenberg de la Musica Artists, Laetitia Carbonel de la compagnie des musiques à Ouir et Thomas Neal de l'Arcal. Et donc moi-même à Bruxelles. Et en fait, on a commencé, quand on a fondé ce groupe, par essayer d'analyser le pourquoi de notre absence dans les médias mainstream et aussi la peau de chagrin de ce qui reste sur les musiques de création à France Musique. Si vous étiez présent au débat précédent, par exemple, Clément Lebrun a beaucoup été cité. Il y a une époque où il y avait le cri du patchwork sur France Musique qui pouvait être un début de tentative d'ouverture entre plusieurs genres musicaux. Bon, c'est une émission qui a sauté à un moment pour diverses raisons. Moi, je trouve ça malheureux. Donc, on est un certain nombre à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être des séries d'émissions de radio ou comment on peut retrouver une place dans la presse écrite et quelles peuvent être des initiatives inspirantes ailleurs qu'en France ou en Belgique où je suis basée parce que c'est à peu près la même situation sur la radio belge et dans les médias en Belgique. Pourquoi Darmstadt et Kate Mollison? Parce que en fait, ça fait
à peu près, je crois, 5-6 éditions de Darmstadt, dans lesquelles il y a un workshop qui s'appelle Words on Music, et qui est donc un workshop qui est ouvert à n'importe qui veuille écrire ou parler de musique de création. Il y a même une des anciennes participantes, Lena Krause, qui est donc allemande, qui fait partie là, des participants de New Deal. C'est un workshop formidable parce qu'en fait, ils font de gros efforts depuis des années pour intégrer des étudiants qui soient autres que journalistes ou musicologues, pour justement aussi peut-être changer la façon dont on parle de musique de création. Donc il y a vraiment une nouvelle dynamique très, très excitante là-bas. On parlait de diversité aussi dans le débat précédent. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire qui est formidable. Et donc Kate Mollison était une des 2 enseignantes de ce workshop. Elle est journaliste à BBC Free. Et voilà, je trouve personnellement que c'est quelqu'un de très inspirant. Donc on a fait ces 2 interviews ensemble où ils parlent un peu de leur démarche. Et voilà, j'espère un peu d'inspiration pour tout le monde. So when I started with Darmstadt in 2010, we started also a project which was called Writing Workshop. So basically, it was for German-speaking new music journalists, young journalists, or young people who wanted to jump into this field of writing about music. So this was the basic start. And then we thought over the years, this is not enough. We have to, open up the field and also open up the media. So it is not about writing anymore. It's now called Words on Music with Kate Mollison and Peter Meanwell. And the idea obviously is this reflection on contemporary music, performance, art, whatever is involved in Darmstadt. We would like to have this mirror with different media, which is podcast, which is can also be a short feature on a radio station. It can also be a written text. It can be a written blog. So this thinking of tri-media reflection on what we are doing is substantial for Words on Music Workshop. Since our community is so international and our course participants are so international, I thought it was very, very narrow, or too narrow, just to do the workshop in German. That's very easy. And so we have, we are doing it in English, obviously, but, we have participants from Asia, from Poland, from South America, who all speak English, better or worse, but I think the idea is to have a very international community also in the Words on Music. And people from Asia are going back to going back home and bringing back what they experience in Darmstadt in all ways. So it's the instrumentalists, it's the composers, it's the Words on Music makers that go back and maybe start this discussion or this dialogue or in their home countries. And I think that's important. We have 450 people from over 50 nations. And for us, it's something, I mean, Peter and Kate are doing the workshop, absolutely on their own. They have their own agenda. They have their own thematic fields. I'm not interfering there in any kind. So it's something I don't comment, I don't curate. I'm just, it's a project that's, sometimes it's running, let's say, independently, which I think is very important. And we are not, asking Peter or Kate to do something positive about the summer course. So they can be critical, they can be really skeptical what's going on. They don't have to support us. Breaking the bubble is, of course, a very important thing. And these young people who are in the Words on Music workshop, they are not, journalists, they are not musicologists. They are coming from very different fields.
but they are interested in reflections. And I think they also reflect on the format on the kind they are presenting. Yeah. So if maybe a written text is different to an interview or to a podcast or to a piece for the radio. So I think what Peter and Kate are doing, they are really open up the minds, and also this is the result, or the result will be that these young people are maybe changing their thinking, or also the making of on new music. I felt it was a book that needed to exist and didn't yet. And I kept looking around for it, and it dawned on me that somebody was going to have to write it. And it was also very practical. I work for BBC Radio. I'm involved in lots of different kinds of programs on BBC Radio, both the New Music Show, which is a designated place in the schedule for new music. And on that program, we really don't have a problem at all with diversity. It's extremely easy to balance gender and to be very global in the kind of music we're playing. It becomes more difficult in some of the more mainstream daytime programs, where really Radio 3 is trying very hard to diversify what we play. But increasingly, I found myself, and in discussions with producers who are really, really on board with this project, but saying, wouldn't it be great if we could hear X, Y, or Z, but there's no recording? Wouldn't it be great if we could look to, I don't know, music of the Philippines, or look to some more African music, or try to get a more global perspective? But wait a minute, the recordings that we have aren't good enough, or we just don't have enough of the backstory of these composers in order to be able to give the context that we need to give listeners. So in a way, my response was to think, well, I think stories are important in terms of getting that ball rolling, and recognizing that there's an enormous gap. So I think there's clearly an enormous gap in terms of the historical narratives that we continue to tell ourselves in terms of what classical music is and who it can include. But that was my starting point. So really, really a place of pragmatism and wanting to kind of recognizing that if you can prove the existence of these people, if you can kind of demonstrate the incredible backstories and life experience, then maybe that will trigger an interest in their music, and therefore, the performances start coming and the recordings start happening. And to be honest, that is the case. Lots of musicians have got in touch since the book has been published and said, how do I get hold of the quartets of Julian Carrillo? Or I want to play more music by Uzfolskaya. Where are the scores? So that's been an amazing outcome, as I've been able to help connect performers and programmers to the appropriate academics who've been able to make those performances happen. I feel incredibly lucky that there is a recognition from the BBC that new music has an important place in what we do. I haven't had to make that argument. I mean, we need to make sure that the program is relevant, the program is approachable, and I think what that brings up is how we talk about new music. I think there's a way in presenting a new music show which is really alienating to almost every listener if you present it in such a way where it's assumed that anybody tuning in by accident already knows all the composers that we're talking about, or already knows the kind of technical language that is sometimes used around this music, or already knows the historical references. Then we have a problem, because people will just switch off, of course. So a real challenge for me, and a conversation I'm always having with my producers, is how do we present sometimes really challenging work? We don't flinch, we don't shy away from programming very, very difficult music sometimes, but how do we present it in such a way that can bring people in? And also, I'm really interested in the kind of lateral connections we can make with audiences who might be interested in
in very challenging new visual art or theatre or architecture or cinema or literature, but aren't necessarily coming to contemporary music. I think that is a huge untapped audience. I'm really interested in what kind of lateral connections we can make to bring those people in. I think there is a place for depth of content as well. So it's just, I think it's about always questioning, is this word the most useful word to use in this context? If it's a technical term, is there another way of saying it that still conveys the meaning, but is more ordinary or is more universal in terms of who can understand it? Or it's about reaching for parallels or kind of descriptive angles that are ear-catching or maybe kind of draw connections with other parts of life that you wouldn't necessarily expect in new music, but still mean something. Because as I say, it can all become a bit meaningless if you just kind of use kind of subjective emotional terms. So it's a tricky thing. I'm constantly trying out new ways of doing it. But I hope. I think something else you referred to is in the book, the quite personal way of writing it, and that was a deliberate decision. So every music history I've ever read, almost every music history I've ever read, certainly in classical music, has been very authoritative in tone, very impersonal, really, a third person narrative voice, and that kind of authoritative perspective, which is to say, this was the way, this was the way of things. This is the official version of events, and I don't think we can really. I think that's a really questionable approach, actually, and I think that opening it up to subjectivity and to a personal response was in a way making myself vulnerable, because I wasn't trying to emulate those kind of usually male narrative voices, which is to say, I'm the authority, I know what I'm talking about. I've done 50 years of research on this subject, and here I am unfolding it to you. It's not that at all. I was very clear that I was making a lot of discoveries along the way myself, and I was having emotional responses, and I was grappling with difficult, conflicting ideas around some of the composers and all of this stuff. So in a way, it's tricky because it opens myself up to being undermined by my own subjectivity. But I thought this was really important, because if we're going to move away from that sort of, one person authoritative stance on music history, then, I needed to test out this more vulnerable way of telling a story, and more questioning, I suppose. They're serious in content, but they're it's all about how to, as I said, how to use language playfully. So anybody who wasn't interested in that wouldn't have signed up. So maybe it's about just being really clear about that mission statement, I think. But it's also about a culture of conversation within the class. I found that the most enriching part of the whole experience for me, is that most of the hours that we had together were spent discussing issues around new music discourse, and that's enormous. But that ranges from who can be represented, how do we represent each other, how do we respect each other. So it's not really just about tone of language; it's also about a lot to do with perspective. And representation, I think, became a huge issue this year, and rightly so. There's a lot of shifting ground there, and a lot to reconsider in terms of whose voices are being heard, and how we make sure that we're offering that platform equitably and fairly and appropriately. It's a massive corner to turn for a lot of the establishment new music world, or not just new music, classical music world, more broadly arts world in general. So a huge education for me as well, I would say. I think more and more I like something that feels immersive, complete, unstuffy,
unpatronizing, usually not too long. But not always, if it needs to be immersive and durational, then great. But there's something about I by and large don't want to break down that totality of experience. I want to be completely enwrapped in something, and then to be able to go away and discuss it with my friends or whatever. In terms of the context, then how does that happen? I suppose what I mean is, I'm very unlikely to go to a concert now where there's, I'm in an audience, there's a stage, there's an ensemble on the stage, the person gets up and does an intro. The next piece we're going to perform is, and then gives a little, rundown of it and then plays it. I feel that stilted concert format is not the most effective in terms of visceral emotional kind of experience for me. I love something that is more situational. Maybe it doesn't mean being outside of a concert hall. Sometimes concert hall is the most beautiful and appropriate place to have a performance. But I think it's about respecting the material and doing what is going to be most powerful for that piece. I think so. I think having a conversation about material is no bad thing, is it? But I think it can also be a podcast. It can also be, there's times and places, just the practicalities. I have a small child now. I am very, very, very short of time. The luxury of being able to go to a performance is a really rare thing for me now because I have a toddler at home. And this is a reality that I think I never appreciated for a lot of people until I was living it myself. And so I'm a lot more aware now of demands on people's time or ways of programming that then necessarily excludes people who aren't able to, come 2 hours early for a concert talk or whatever. So why can't that material be made available as a small podcast or a short video or that kind of thing? It doesn't have to be technically demanding. I don't think there has to be a lot of, to make a little podcast, you can do it on your phone. It's really easy, and you upload it, and there it is, and that can be really enriching for people, I think. So I suppose, I think there's ways of inviting in and giving them that kind of enriching content that doesn't demand them sitting for an extra couple of hours before a concert. I also think drawing people in from, again, outside of the specific new music community can be really interesting, bringing in those connections with other parts of the artistic world. It both connects to different audiences, but it gives a different perspective that I think is really useful. Just on Saturday, I was involved in an event in Glasgow where a composer called David Fennessy has written a huge piece called Conquest of the Useless, which was inspired by Werner Herzog and the making of Fitzcarraldo. In the event, what we did was that the piece was played by the BBC Scottish Symphony Orchestra, but before it, we screened Burden of Dreams, which is this documentary about the making of Fitzcarraldo. And then we had a film critic talking about Werner Herzog and talking with Dave Fennessy about the connections between the music and the film. And the audience was huge. And I think there's a perfect example. I think a lot of people came because they're really interested in that film and the film history and the whole kind of epic narrative around it. And then that connected, the piece connected with them in a very meaningful way because they were able to make those references. So I think that's a neat example. There's many examples we could choose, but of just reaching outside our direct community for people who can talk and give context to music. Bon, j'ai envie de dire merci et d'applaudir, mais bon, elle n'est pas là. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, c'est très riche, elle aborde énormément de choses, il y a plein de choses qui sont abordées. L'approche par la biographie, la question de la pédagogie, de la mise en contexte, le lien avec les autres arts, l'affirmation d'une subjectivité, l'inclusion, un enjeu majeur aujourd'hui. Peut-être
On peut commencer par rebondir sur ce qu'elle a dit de manière globale. Qu'est-ce que vous retenez chacun de son intervention? Qu'est-ce qui fait le plus écho dans ce qu'on vient d'entendre à vos propres questionnements? Moi, j'ai trouvé ça effectivement très inspirant. Ça m'a donné très envie de lire ce livre et de le voir traduit en français bientôt. C'est vrai qu'il y a plein de sujets. La question du vocabulaire, par exemple, est vachement importante. Moi, je me la suis posée plein de fois en tant que journaliste qui écrit aussi bien sur le rock que sur la musique classique, que sur les musiques de création, qu'elles soient écrites ou non écrites. Donc ça, c'est vraiment une question, la question du champ référentiel, comment essayer de rendre les choses intelligibles au plus grand nombre, ce qui est une chose extrêmement compliquée en matière de musique, plus j'ai l'impression encore que dans les autres disciplines, parce qu'effectivement, il y a tout un ensemble de codes, un ensemble de mots qui sont, dont il est très difficile de faire abstraction. Je trouve que ça fait aussi beaucoup écho, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, à la table ronde qui avait en début d'après-midi organisée par Londa sur la question de savoir si les musiques de création étaient une affaire de spécialistes. La question de la spécialisation est très importante. Et particulièrement en France, je pense, où moi souvent on me demande des tuyaux parce que j'ai été journaliste, je ne le suis plus beaucoup, mais sur quel journaliste contacter pour faire la promo de tel ou tel événement qui mélange par exemple les musiques de création, enfin la musique contemporaine et les musiques improvisées, expérimentales. Et en fait, je me rends compte qu'il y a très peu de journalistes qui sont sur les deux tableaux en fait, et que même c'est encore des champs qui demeurent très séparés dans les institutions françaises. Ça change un petit peu. Il y a les centres de création musicale qui font un bon travail là-dessus, mais c'est vraiment très dommage en fait cette spécialisation excessive et le fait effectivement que ce soit difficile de je dis pas je pense que c'est un vrai problème qui n'existe pas forcément dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, où j'ai l'impression que le paysage des musiques de création est beaucoup plus, est beaucoup moins exclusif et que c'est une vision globale qui sépare pas forcément la musique écrite de la musique des autres musiques. Et de toute façon, c'est une distinction qui est de plus en plus difficile à faire. Il y avait ça. Et puis il y a la question de l'expérience aussi. Enfin, il y a la question du storytelling, effectivement, comment raconter des histoires, parce que c'est des musiques aussi c'est des musiques sur lesquelles il y a plein de choses à raconter. C'est des musiques qui s'appréhendent complètement, pour lesquelles, à mon avis, l'appréhension en live est vachement importante. C'est-à-dire que les écouter, je pense passer à côté de beaucoup, même s'il y a beaucoup de choses qui s'écoutent très bien, mais je pense que c'est pour un public non spécialiste, la découverte, elle passe vraiment d'abord par la scène. Donc le rôle de la presse est d'autant plus important, de donner envie aux gens d'aller vivre ces expériences-là, qui sont des expériences. C'est ce dont parlait Sandrine Pic aussi de Londa juste avant, et c'est ce sur lesquels elle insiste aussi. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi oui, je pense aussi, après ça, c'est un peu juste deux petites choses, après je passe la parole à mes collègues, pardon. Je pense que si on veut repenser le discours sur la musique, c'est indispensable aussi de repenser le discours sur les institutions musicales, et qu'on ne peut pas faire l'économie de ça, et que je pense que l'autocritique des institutions, qui n'est pas encore très poussée, doit être développée. À ce titre, il y a un livre très stimulant de Sylvie Pébrier, super intéressante historienne de la musique, qui s'appelle Réinventer la musique. Rien que ça. Donc une personne qui a beaucoup travaillé notamment à la lumière du référentiel des droits culturels, qui est aussi un référentiel très important à ce sujet-là. Et je pense qu'effectivement, le discours, les institutions, repenser le discours sur la musique, ça passe aussi par un discours des institutions sur elles-mêmes, sur leur rôle et sur leur finalité. Et puis juste la dernière chose que j'avais notée, c'était, mais ça, là c'est la plus grande, parce que Kate Mollison, elle parle aussi des supports qu'on pourrait inventer pour justement suppléer la discussion d'avant-concert, etc. Je pense que la question de la jeunesse est vachement importante. Moi, en tant que quand je suis allé voir récemment un concert de jazz, j'étais le plus jeune de la salle, c'est vous dire la moyenne d'âge. Et de manière générale, quand on fréquente, notamment en région, les institutions culturelles, et ça va au-delà de la musique, mais la musique de création est vachement concernée, la question de l'âge du public est très importante. Et je pense que quand on parle des questions des médias, il y a l'oral, il y a l'écrit, il y a la radio, il y a la presse, mais il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes générations, qui s'informent par beaucoup d'autres canaux. On parlait avec Fabienne, par exemple, du fait qu'à Darmstadt, ils avaient invité des gens qui étaient actifs sur Instagram. Je pense qu'il y a plein de nouveaux formats, que ce soit le podcast, que ce soit aussi il y a plein de nouveaux médias à investir. Voilà, mais ça,
je livre plus des questionnements que je me pose à moi-même parce que j'ai aucune réponse sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets très vastes. Mais voilà ce que ça m'inspire. Je poursuis. Alors, je dois peut-être, avant toute chose, préciser d'où je viens et préciser que je ne suis pas journaliste musicale. Moi, je viens effectivement plus du champ, alors spectacle vivant et au départ du journalisme, je dirais assez mainstream, puisque c'était dans un grand quotidien mais régional, et ensuite d'une revue qui était pluridisciplinaire. Et que donc, je fais un petit pas de côté par rapport effectivement aux spécialistes que vous êtes. Je veux dire que même le terme de musique de création m'a posé question. Bon, musique contemporaine, je voyais, musique improvisée, je voyais, musique de création, mais quelle musique? Il y a des musiques qui ne sont pas de création. Enfin, ça me posait déjà question. Et puis en plus, moi, au risque de blasphémer ici, je viens du punk rock. Qui peut-être n'est pas une musique de création, mais qui en tout cas, à mon avis, était à une époque une musique créative. Donc, ça me posait un certain nombre de questions. Et alors, pourtant, je découvre cette vidéo avec beaucoup d'intérêt, précisément peut-être sur la question de la pluridisciplinarité, sur la nécessité dans, je dirais, ce qui est, et qui était un peu l'objet de Cassandre, ce qui est dans les marges, ce qui est hors du mainstream, ce qui est à découvrir et qui est à découvrir soit parce que effectivement c'est quelque chose de pointu, rare, en recherche, ou qui est à découvrir parce que c'est fabriqué, je dirais, dans des marges et dans de la précarité. Comment le valoriser? Et là, je me retrouve effectivement dans ces interrogations. Bon, si on avait des réponses, peut-être que Cassandre existerait toujours. Mais ce que je peux dire, c'est que notre façon à nous de répondre à comment parler de ce qui n'est pas mainstream, c'est effectivement de raconter des histoires, et c'était d'une certaine manière de l'in situ. C'est-à-dire que plus que d'œuvres et plus que précisément de la critique, on parlait de processus, on parlait de parcours. Alors, peut-être que ça ne se prête un peu moins au champ de la musique de création, dans la mesure où il y a un besoin de critique d'œuvre, et puis dans la mesure où justement il y a l'enregistrement, même si ce n'est peut-être pas la meilleure manière de la partager, de la faire découvrir, permet quand même une circulation internationale. Alex, de parler de comment elle agissait, de parler comment elle s'était fabriquée, d'autant plus qu'on travaillait beaucoup sur le champ d'artistes travaillant sur des champs sociétaux et sociaux, et donc de raconter des histoires qui sont peut-être celles du processus plutôt que de quelque chose qui est terminé. Voilà. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais là je vais laisser la parole à mon voisin. Le processus plutôt que le produit. C'est ça. Je vais être un petit peu dans cette... alors pour réagir, les choses ont été très très bien dites. J'ai presque pas envie d'en rajouter ou de faire de la paraphrase. Plus peut-être de pointer quelque chose qui à mes yeux manque, et qui me semble aussi très important pour comprendre cette éventuelle situation de crise dans laquelle nous serions à l'heure actuelle. Et qui ne se limite pas à celui de la critique musicale, à mon sens, ou du monde artistique. À gros traits tirés, évidemment, il ne faut pas oublier non plus que la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, dans le monde de l'art, dans les démocraties occidentales, elle provient des années 70-80, c'est-à-dire de ce moment historique, avant le début d'un autre type de crise économique, financière et politique, dans laquelle nous sommes toujours, et dans laquelle un certain nombre d'avant-gardes, musicales notamment, mais pas seulement, ont pu se faire reconnaître, se faire respecter et obtenir des institutions qui étaient parfois pourtant leurs ennemis au départ, à ces avant-gardes, reconnaître cette forme d'institutionnalisation et d'académisation. Et d'ailleurs,
on voit bien que très très souvent, ça a commencé par le jazz, mais ça existe pour le rock, pour l'électro, même pour le rap aujourd'hui. Il y a cette sorte d'ambiguïté dans le rapport à l'institution dont on attend toujours qu'elle vous reconnaisse au même titre que les autres, mais en même temps vis-à-vis de laquelle vous souhaiteriez rester toujours affranchi. Ça me semble important parce que si on regarde juste pour la France et pour le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire celui des musiques dites de création, plutôt venues du jazz, du free jazz et de la musique improvisée, il ne faut pas oublier que dans les années 70, l'ensemble de la rédaction de Jazzot est maoïste. Que le rédacteur en chef de Jazz Magazine, le concurrent direct de Jazzot, a écrit Free Jazz Black Power, qui est un livre d'interprétation marxiste de l'histoire du jazz, qui n'a d'ailleurs pas pris une ride. Que l'Humanité, à ce moment-là, fait des pages entières sur les concerts qui font salle comble de Sun Ra à l'Humanité. C'est-à-dire que ces musiques-là, et pas seulement le punk rock quelques années après, d'une autre façon, hein, qui a aussi, évidemment, n'est pas simplement une musique à l'énergie, hein, qui a aussi une énergie politique, même nihiliste à certains égards, hein, que l'ensemble de ces musiques-là ont aussi un dialogue avec le reste de la société. Et le reste de la société le lui rend bien, d'ailleurs. Hein. Pour la France, je pense que vous savez que la musique des Shadocks, elle est faite par un élève de Pierre-Henry, que la chanson de L'île aux enfants, c'est une interprétation de Oh Caroline de Robert Wyatt, et ainsi de suite. Donc ces endroits-là sont poreux, hein, ça dépasse simplement le cadre de la critique musicale. Moi, j'ai eu une interview il y a quelques années avec le philosophe Bernard Stiegler, qui, avant de commettre un hold-up et de devenir philosophe, était critique de musique, hein, et qui, dans la fin des années 70, avait écrit un certain nombre de chroniques, de disques ou de comptes rendus de concerts autour de Sun Ra, autour de l'Art Ensemble de Chicago, autour de Cecil Taylor, autour de Michel Portal. Et il avait arrêté, bien sûr, mais je lui ai quand même demandé s'il s'intéressait toujours à ces musiques, à défaut d'écrire sur elles. Et il m'avait répondu que non, d'abord faute de temps parce qu'il s'était consacré à autre chose, mais qu'il lui semblait, alors vrai ou faux, moi je ne pense pas nécessairement que ça soit vrai, mais en tout cas la question pose, que ces musiques n'agissaient plus nécessairement comme un prisme pour entendre et pour lire le monde. Qu'elles étaient devenues d'une certaine manière auto-centrées, c'était des musiques musicales et musicantes, et qui éventuellement n'envisageaient d'autres dialogues avec le reste du monde qu'un dialogue interdisciplinaire dans le champ de l'art occidental. Alors c'est assez provocateur et je ne suis pas toujours, je ne veux pas me présenter ici en rapportant ces quelques exemples simplement du côté d'un effarouché politique, hein, mais ça me semble quand même important. Hein. L'histoire de ces musiques, encore une fois, du jazz, du rhythm and blues, de la soul, de la funk, du rock, du rap, de l'électro, chacune, hein, des rave parties à Harlem entre musiciens de jazz des années 20 ou des rave parties des musiciens électro il y a une vingtaine d'années, se sont effectivement toujours situés dans des marges et ont eu un certain type de discours politique, même naïf, même à contretemps, etc. Il ne me semble pas, en 2023, que l'état du monde dans lequel nous vivons, et qui n'est pas qu'un monde artistique, puisse permettre de ne pas envisager ce type de dialogue. C'est-à-dire qu'à continuer, en voyant les différentes crises économiques, sociales et politiques qui nous traversent et qui concernent les musiciens aussi comme citoyens du monde, et alors que leur musique, encore une fois, historiquement, viennent de cette histoire, des temps modernes et postmodernes et des difficultés de cette histoire, il ne me semble pas pensable et même pas souhaitable de les couper de cette zone-là. Alors je vais juste, c'est juste 10 lignes, j'ai été, sachant que j'allais venir vous voir aujourd'hui, j'ai été surpris de lire dans un média, qui n'est pas un média musical, qui est Lundi Matin, qui est donc le site d'information politique le plus lu en France, en tout cas par les douteux milieux islamo-gauchistes, un article que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu le chapeau, hein, d'Yvan Ségré, que je lis souvent en tout cas dans ce média, et qui s'intitule L'éthique de la polémique, si vous voulez le relire. Et voici juste le chapeau de l'article, encore une fois je ne l'ai pas lu. Lundi Matin n'étant pas un appareil idéologique d'État, ni l'organe conscient dont on ne sait quel parti électoraliste, les lignes mélodiques qui y émergent sont plus proches, selon Yvan Ségré, de celles du free jazz que d'un orchestre mené à la baguette. À ce titre, Yvan Ségré nous a proposé une habile variation universaliste sur le conflit israélo-palestinien en réponse à la republication récente d'un article, etc. Et même si lorsque le piano tente un solo, il lui faut d'abord jouer des couches, des coudes et des bémols contre les instruments avant, qui, un instant auparavant, prenaient excellemment tout l'espace sonore, il n'en demeure pas moins qu'on aime toujours lorsqu'un écart bouleverse le groove. Donc ce n'est pas un média musical, ni mainstream, ni alternatif. C'est un média Lundi Matin qui a d'ailleurs, au moment de la crise des Gilets jaunes, utilisé dans plusieurs articles ce que l'on pouvait comprendre de l'improvisation collective
pratiqué par les musiciennes et les musiciens pour décrypter les manières de faire des Gilets jaunes, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense qu'aussi que ce dialogue, il est à renouer dans ces espaces-là. Alors, de quelle manière, je n'en sais rien, mais c'est aussi un chantier éventuel. Merci, gros chantier en effet. Alors je vous propose de tirer un petit peu les fils de ce que vous avez dit tous les trois de manière thématique. Peut-être la première question qu'on pourrait aborder, c'est celle des formats. Il y a un certain épuisement des formes et des formats dans les médias, aussi du côté de la communication. La tendance est globalement de reproduire un petit peu les mêmes formes. Donc dans les médias, on va avoir la chronique, le compte-rendu, l'interview. Dans la communication, on va avoir aussi un peu toujours le même type de texte. Moi, j'en écris beaucoup, donc on me les demande en général toujours un peu du même signe, du même nombre de signes, etc. Avec il y a certains codes à respecter. Or, à musique de création, on pourrait peut-être répondre écriture de création. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée dans vos pratiques d'écriture ou dans vos pratiques discursives? Comment est-ce que vous avez peut-être réinventé des formats éculés et qui menaient peut-être aussi un formatage des idées? Je sais qu'Alexandre Pierrepont, vous avez réfléchi à cette question. C'est simple, je vais faire court puisque je viens juste de parler. Donc, je m'occupe également d'un réseau d'échanges entre musiciens et musiciennes américains, nord-américains et français, qui existe depuis 10 ans. Il y a 10 ans, quand on faisait la revue de presse de fin d'année, elle faisait 20 pages, ou alors simplement en mettant les liens des émissions de radio aussi, pas que la presse écrite. Aujourd'hui, elle fait 2 pages. 10 ans après, pour un volume d'activité qui, lui, a doublé. Voilà, donc là, c'est tout simplement statistique. Donc, pour compenser ça, on produit du texte et du récit nous-mêmes. Voilà. Et notamment, on a tout simplement développé depuis 2-3 ans une forme roman-photo qu'on a trouvé assez chouette, mais réellement un roman-photo. Donc, on prend photo des événements lors de chaque tournée en France et aux États-Unis de tel ou tel ensemble, et qu'on agrémente d'une légende un peu longue, qui est moins qu'un texte, mais plus que simplement une légende d'une ligne. Et on envoie une newsletter sous forme roman photo 3-4 fois pendant la tournée. Alors, on avait peut-être, mais je ne sais pas si c'était conscient, puis ce n'est pas moi qui ai fondé Cassandre, je l'ai rejoint quelques années après. Je dirais qu'on était absolument à rebours de toutes les tendances de presse, puisqu'on faisait long à lire, long entretien, un peu comme d'ailleurs quand Mediapart s'écrit, on a dit mais pas d'image, des articles de 5 pages, ça va foirer lamentablement. Bon, Cassandre n'a pas eu la réussite de Mediapart, mais on avait effectivement l'envie que les choses puissent se développer. Et il y avait un site, il y avait aussi des formats plus brefs, de la vidéo. Alors, là, je parle pour Cassandre et à titre personnel, c'est effectivement des questions que je me pose beaucoup, auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Celle de la sémantique, ça c'est... il y a une évidence à sortir du jargon et c'est extrêmement difficile. Et... je trouve... alors, je suis très curieuse de voir le roman photo. Je trouve que c'est une superbe idée. Moi, ce qui me frappe effectivement, c'est peut-être la capacité d'un art à parler d'un autre art. Il y a vraiment, pour moi, la littérature m'a donné envie d'écouter certaines musiques. Je me pose aussi la question de peut-être comment la bande dessinée pourrait peut-être être un médium intéressant. Oui, c'est vrai qu'à Mouvement, on avait aussi, on essayait aussi de se laisser une grande liberté par rapport au format, notamment ça passait par la longueur. Effectivement, on essayait d'être le plus, de pouvoir proposer des articles les plus longs possibles. Et c'est vrai qu'à Classica, en tout cas quand la revue s'est formée, a été créée avec le baseline Un regard neuf sur le classique, chose qui a beaucoup changé avec le temps, mais c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi d'essayer de faire un peu à la musique classique ce que les Arocs avaient pu apporter comme vent de nouveauté à l'époque. C'était vraiment il y a longtemps aussi, avec ce format interview, juste des longues interviews et des photos originales faites par un photographe
qui sortaient un peu des photos de presse. Mais là, bon, je parle de la musique classique, mais des photos un peu qui étaient assez tristounes. Après, moi, c'est difficile d'inventer de nouveaux formats. Moi, à titre personnel, j'avais à l'invitation d'une très belle structure bordelaise qui s'appelle Einstein on the Beach, j'avais pu bénéficier d'une commande d'écriture où Yann Becbédé, qui s'occupe de cette structure, m'avait invité à venir voir tous les concerts et à écrire tout ce qui me passait par la tête. Donc dans une totale subjectivité, c'est un mot qui est important aussi dans le discours de Kate Molson. Et ça, c'était très libérateur parce que je me suis aperçu, c'était vraiment chouette, c'était quasiment une manière très créative d'écrire. Après, ça pose aussi la question des liens, de la frontière de plus en plus mince entre journalisme et communication, parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles qui s'apparentent à du public rédactionnel. Quand j'étais à Mouvement et que je m'occupais de l'agenda, on me demandait combien il fallait payer pour être dans l'agenda. Et ça me paraissait, parce que beaucoup de journaux pratiquent ça, en fait. Il fallait prendre de la pub pour être juste annoncé dans l'agenda, ce qui était une liberté qu'on essayait de se laisser, justement, de ne pas assujettir une éventuelle contribution rédactionnelle à la prise d'espace publicitaire. Mais justement, je trouve que par rapport à cette frontière de plus en plus ténue entre médias et communication, je trouve paradoxalement, et je disais qu'elles devaient faire leur autocritique, mais que les institutions, elles inventent aussi des choses qu'il y a beaucoup. Moi, j'écris beaucoup pour des journaux. J'ai écrit jadis pour le journal de la Cité de la Musique, pour le journal de l'IRCAM, etc. Et je trouve que paradoxalement, il y a beaucoup de liberté qui peut s'exercer là-dedans, parce que justement, on a la longueur, on a l'espace pour parler. Je pense au GMEA, le Centre national de création musicale d'Albi, par exemple, dont le dernier programme était... il n'y avait pas de texte de programme, mais c'était juste des paroles des artistes qui présentaient leur création de manière totalement libre, avec des formes très différentes. Je trouve ça très intéressant. Donc en fait, il y a quand même des institutions elles-mêmes qui essayent de renouveler le discours. Ouais, voilà. Et ça me faisait penser, mais bon, c'est un peu plus, ça n'a plus grand-chose à voir, mais au mot de relation qui a été beaucoup prononcé dans la table ronde de Londa sur la question des spécialistes. L'idée, c'est quand même, et les journalistes servent à ça aussi, à être une relation peut-être entre les artistes, les œuvres et un public, même si j'aime pas ce mot de public, mais voilà, c'est cette question-là aussi qu'il faut avoir présente à l'esprit. Et ne pas écrire que pour ses pairs, comme on a souvent l'impression que c'est le cas, mais essayer de jamais oublier à qui on s'adresse et la façon dont on s'adresse à ces personnes-là. Tout à l'heure, vous avez parlé du vocabulaire et de la manière dont vous essayez justement de réfléchir à comment être le plus inclusif possible, inclusif au sens très très large, c'est-à-dire inclure les non-initiés en fait dans ces discours sur la musique. Est-ce que vous avez un exemple pour que ça soit concret, pour qu'on puisse comprendre concrètement de quoi vous parlez, d'un mot, d'une formulation ou d'un contexte dans lequel la question du vocabulaire aurait émergé pour vous? Je vous prends peut-être un peu au dépourvu, mais sinon je vous laisse 5 minutes pour réfléchir, on y revient après. Je dois dire que pendant longtemps, ça m'a passé maintenant, mais j'ai été un lecteur de Télérama et que je trouvais intéressant que le fait, j'ai toujours eu l'impression qu'en ne connaissant rien à un sujet, j'arrivais à toujours comprendre ce dont il était question, notamment quand il parlait de musique. C'est moins le cas maintenant parce qu'il y a de plus en plus c'est de moins en moins vrai en fait. Je trouve qu'il y a de plus en plus justement par exemple quand on parle des musiques actuelles, du rock indé ou de la musique électro, il y a quand même plein il est très difficile de faire de se passer de termes ou d'anglicismes, que ce soit, je sais pas moi, le mot de lofi par exemple, ou ou un mouvement comme n'importe quoi, mais plein de choses qui font appel à tout un champ référentiel qu'on est censé posséder, mais qui sont très difficiles. Qui sont très difficilement accessibles aux non-initiés. Et puis dans les musiques de création, c'est pareil. Il faudrait pouvoir traduire le mot de drone, par exemple, je ne sais pas si ça dit grand-chose à quelqu'un. Enfin, moi, ça me parle tout de suite, mais il y a plein de gens à qui ça ne parle pas, et c'est normal. Mais bon, voilà, on pourrait lister beaucoup d'exemples. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'étais à Mouvement, et je m'occupais au début que de la partie musique, qui a été, en fait, c'était un fanzine qui s'appelait Octopus, qui était un super fanzine, un peu l'équivalent en France de ce qu'était The Wire, ce qu'est The Wire, qui demeure quand même une revue de référence sur toutes les musiques de création, je pense, mais qui a l'avantage d'être en anglais, donc accessible à un lectorat beaucoup plus vaste qu'une revue publiée en français.
Mais quand j'avais repris justement Octopus, j'essayais de dire à mes pigistes, à mes collaborateurs, essayez le plus possible de ne pas employer de termes trop jargonneux. Mais en fait, même moi, quand j'écrivais, je me rendais compte que j'étais le premier à tomber dans ce panneau. Donc c'est vraiment très difficile. Il faudrait peut-être embaucher quelqu'un c'est spécialement ça. pour relire Candide, les articles et Candide, traquer le fait. jargon. Ouais, c'est vrai. Oui. Valérie de Saint-Deau. Ou faire un petit lexique. Mais nous, on s'amusait d'ailleurs parfois, parce qu'on parlait beaucoup de politique culturelle, on avait fait un abécédaire de la novlangue. Alors, non, j'avoue que là, j'ai pas forcément d'exemples qui nous viennent, si ce n'est que, on faisait long, mais que de temps en temps, quand notre ami Jacques Lifshitz, directeur du théâtre de l'Unité et grand pionnier des arts de la rue en France, faisait une petite, une avant-dernière page qui était probablement la chose sur laquelle nos lecteurs se ruaient, parce que pour le coup c'était des sortes de brèves subjectives et qui s'appelait je ne suis pas toujours de mon avis. Voilà, il y avait un. Alors je lis trop. Je sais que par exemple une façon de mettre. Alors là, je parle de la critique rock et puis je parle de grands auteurs de référence tels que Lester Banks ou autres, mais leur capacité à mettre à la fois du poétique, du trash et de l'humour dans la manière de parler musique. Et je ne sais pas si c'est transposable, mais il est certain que... Et là, ça pouvait être parfois, référencé, mais c'est pas grave, on se laissait emporter. Dernière question avant d'ouvrir la discussion à la salle. Une autre idée très importante dans ce que disait Kate Mollison dans la vidéo tout à l'heure, c'était la question du point de vue qui est situé, d'où on parle et à qui on s'adresse et qui est-ce qu'on inclut dans le discours. Donc, il est peut-être effectivement temps, en tout cas, c'est l'humeur de l'époque, de s'écarter un petit peu de la parole autoritaire, enfin en tout cas qui prétend faire autorité sur certains sujets et de revenir à une forme de subjectivité et à un point de vue situé en s'appuyant sur l'endroit dont on parle. Est-ce que c'est quelque chose... comment est-ce que vous vous êtes emparé de cette question, si vous vous êtes emparé de cette question, dans vos propres pratiques ? Je peux juste donner un autre type d'exemple, mais pour répondre à ta question, c'est il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, 5 ans peut-être, un musicien m'a demandé de faire les notes de pochette de son disque. Vous savez, c'est ce truc comme ça. Et en fait, je lui ai tout simplement demandé, après avoir écouté la musique et connaissant le projet, qui était concerté, c'est-à-dire que l'ensemble de l'enregistrement répondait à une volonté très précise, une sorte de suite. Je lui ai demandé quel type de texte il voulait. Je lui ai demandé au musicien, est-ce que tu veux un texte plutôt de commentaire? Est-ce que tu veux un texte plutôt musicologique, d'analyse? Est-ce que tu veux un texte plutôt d'inspiration libre ou lyrique, poétique, mettons? Et c'est le musicien qui a choisi par rapport à quel était son projet. Puisque c'était un parallèle entre on va dire, certaines connaissances astronomiques et la musique, il a préféré, parce que le sujet est très vaste et mériterait une thèse, que du coup, pour ces notes de pochette-là, ça soit très très lyrique, que ça soit de libre inspiration. 2 ans avant, un autre musicien qui avait eu un batteur, je les nomme volontairement pas, qui avait fait un projet d'adaptation jazz ou free de rythme jamaïcain, de rythme ayant donné naissance au reggae, donc plus ancien dans l'histoire de la musique jamaïcaine que le reggae. Et là, au contraire, pour qu'on comprenne bien sa démarche, a voulu qu'ensemble, d'ailleurs, il m'a donné des informations que je n'avais pas de première main, évidemment, que ces notes de pochette soient plutôt de caractère musicologique pour expliquer sa démarche, puisqu'à chaque morceau ou à chaque composition / improvisation, il y avait un rythme jamaïcain différent qui porte un nom et qui correspond à une logique bien précise. Voilà, donc je veux dire, en fonction des cas de figure, là ce sont des notes de pochette de disques, évidemment, c'est un cas bien précis, mais on peut imaginer qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, à mon avis. Il faut développer ce que d'ailleurs les musiciens eux-mêmes, là je pense à ceux de la ASM à Chicago, appellent la multiméthodologie. En tant que musiciens, ils se disent capables d'une multiméthodologie, c'est-à-dire capables de swinger s'il faut swinger, ou d'être dans le bruit blanc s'il faut être dans le bruit blanc.
Ils sont capables des 2 ou des 3, des 4 et des 5. Aux auteurs et à ceux qui écrivent de le faire et de l'assumer surtout. Parce que je pense que n'importe qui le fait à peu près, hein, de toute façon, par plaisir, mais se sont peut-être plus ou moins autorisés de le faire. Donc selon les endroits, selon les moments, selon les situations, tu parlais de situation tout à l'heure, je pense que telle ou telle méthode est plus ou moins bien appropriée. Moi, il y a pardon, je suis un petit peu confuse. La question portait sur le point de vue et la subjectivité de l'auteur ou de l'autrice. Alors là, ce que j'ai, moi, là, j'ai envie de citer des exemples qui ne me sont pas personnels ou proches, mais qui ont été la tendance. C'est, eh bien, puisque les médias ne viennent pas, faisons les médias, soyons les médias. Je pense par exemple à Radio Use, à Useste Musical. Je pense à d'autres formes. Bon, là pour le coup, j'y avais travaillé. J'avais été sollicitée par Nicolas Frise, Nicolas Frise qui a mené travailler autant avec des professionnels qu'avec toutes sortes de gens, de personnes dans des situations souvent marginalisées, précarisées. Et j'avais beaucoup suivi sa création Être au pluriel qu'il avait faite en mettant sur scène et je ne sais plus combien de personnes, mais c'était peut-être 50 personnes qui étaient de Saint-Denis, Villon RSA, qu'il était allé chercher pour participer à une création musicale. Et quand je lui avais dit, mais je lui avais posé des questions sur la complexité de la musique contemporaine, quand précisément... il a eu cette phrase que j'ai toujours gardée en mémoire et que j'aime beaucoup. La musique contemporaine, c'est très compliqué quand on l'écoute, mais ça peut être très simple quand on le fait. Et j'avais trouvé ça parce qu'effectivement, eh bien, à partir du moment où lui orchestrait, des personnes à qui on demandait de faire des sons assez simples avec toutes sortes d'objets, avec une dimension ludique. Et là, il avait eu aussi envie qu'après avoir fait ça, les gens parlent. Les gens parlent et donc de fabriquer une sorte de petite publication aussi avec un côté inventif dans le graphisme et leurs mots. Leurs mots, qu'est-ce que ça a été de travailler à ça pendant 6 mois ou 1 an donc ce côté subjectif que j'ai pas retrouvé, eh bien c'est précisément d'une certaine manière faites vos médias qui pose d'autres questions parce que ça ne sortira donc pas. Radio Use, aura du mal à sortir du zeste. Quelque chose ne sortira pas de l'expérience qui a été faite, ou en sortira marginalement. Ça pose d'autres questions, mais c'est aussi parfois le moyen de la trace et d'une petite circulation. Ça me rappelle un peu ce que disait Gwen Rouget tout à l'heure à la table ronde de Londa, encore une fois, sur justement le discours sur la musique et le fait que parfois dans les échanges qu'elle avait après ses concerts, qu'elle donne pour un spectateur, avec justement le spectateur, les retours qui lui étaient faits disaient beaucoup mieux son intention parfois que le discours qu'elle aurait pu elle-même produire ou alors que l'institution aurait pu produire sur celle-ci. Donc c'est assez intéressant, ça repose cette question de la relation, peut-être d'une relation un peu plus horizontale et moins surplombante d'un discours qui serait légitime par rapport à un discours qui le serait moins. Après, le fait est qu'on est dans un monde où tout le monde donne son avis sur tout. On sait bien, quand on voit la façon dont quand on regarde les études qui sont faites sur la façon dont les gens s'informent sur la musique, si tant est qu'ils s'informent encore ou découvrent la musique, que le discours critique a de moins en moins d'importance et que c'est le discours, c'est les échanges entre pairs, c'est ce que sur les réseaux sociaux ou via les nouveaux médias principalement, on peut lire des personnes qu'on connaît, dont on est proche, dont on respecte les goûts qui comptent. Et ça, c'est un gros changement de paradigme par rapport à l'époque où même, moi qui me suis formé, qui suis un enfant des fanzines et qui ai fait ma culture effectivement en lisant des fanzines et en découvrant les choses par là, les manières le paysage a complètement changé. Et c'est vrai qu'on est dans la parole critique. Toutes les opinions se valent, tout le monde se sent légitime pour donner son opinion et pourquoi pas. Parfois souvent de façon extrêmement binaire et schématique dans la plupart
des cas, pas toujours. Il y a plein de discours qui sont produits qui sont sans doute très intéressants. Mais c'est vrai que la question du point de vue, elle est très ambivalente pour ça. Un dernier mot? Oui, je suis désolé, je vais devoir vous quitter dans un instant parce que je fais cours à 18h. Je voudrais rajouter une chose, une mise en perspective historique par rapport à ce que tu as dit. D'abord, on ne peut pas oublier en France, par exemple, que les premières chroniques de disques dans les années 20, encore une fois, cette époque-là ne reviendra pas, il n'y a pas d'âge d'or de toute façon, mais c'est des jeunes gens de 20 ou 30 ans qui s'appellent Robert Desnos, Jean Cocteau, Philippe Soupeau, qui les font par rapport à cette nouvelle musique venue d'Amérique du Nord. Et quand on relit aujourd'hui leurs textes, ils sont empreints de subjectivité et non pas d'une connaissance historique qui ne va arriver qu'après. Ces musiques sont nouvelles, elles n'ont pas d'antécédents. Donc certains les détestent, d'autres les adorent et pour les mêmes raisons, selon qu'on est disposé ou pas à bien accueillir la sauvagerie ou ce qu'on appelle la sauvagerie. Voilà, donc quand on relit ces chroniques-là aujourd'hui, elles sont tout à fait pertinentes. Alors qu'encore une fois, il n'y a pas de recul et que s'expriment de jeunes poètes. Pour l'époque, ils vont faire leur nom ensuite seulement dans les lettres françaises. Et puis je cite ces trois-là, mais il y a Michel Léry, il y a Georges Bataille, enfin il y en a quantité quand même, qui sont dans les journaux, qui font des chroniques. Il n'y a pas de médias spécialisés. Jazot, qui est le premier dans ce domaine-là, c'est 1936. Donc on parle des années 20, des années 30, ils font ça dans Le Figaro, ils font ça dans François, dans les magazines de l'époque, enfin dans les journaux de l'époque. Donc c'est assez intéressant de dire aussi le point où on en est aujourd'hui, comment on peut le recontextualiser par rapport au temps présent, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas simplement du monde de la presse ou des médias ou de la culture, mais qui est aussi à prendre dans la grande histoire et de son évolution des temps modernes en Occident, quoi. Et puis de comment on se mélange plus ou moins bien aujourd'hui. Et d'autre part, je suis d'accord avec toi tout à fait sur ce que Deleuze appelait la logorée, qu'il le pressentait. C'était juste avant l'explosion tout le monde donne son avis et son opinion à qui mieux. Et il dit ça juste avant l'explosion des réseaux sociaux. Donc oui, mais je pense que coexiste. Donc je suis d'accord, mais je pense que coexiste à côté de ça toujours de nouveaux espaces où existe la pensée critique. Moi, je suis professeur, par exemple, à Paris 8, et quand je vois mes étudiantes et mes étudiants de première année, j'incite sur le fait que, voilà, je ne les ai pas encore déformés. Ils arrivent de n'importe où, ils viennent à Paris 8 parce que précisément, c'est un espace islamo-gauchiste pas trop cher. Ils ont une culture générale absolument incroyable. Ils sont en demande de pensée critique. Ils savent simplement que ce n'est plus dans les médias qu'ils vont la trouver, donc ils vont la développer ailleurs, y compris dans des groupes de travail ou des séances d'écoute qu'ils créent spontanément entre eux, ou parce que le monde du jazz, mettons encore une fois, mais c'est l'exemple que je connais mieux, c'est celui que je prends, mais on pourrait transposer avec des nuances et des variations, bien sûr, mais en créant des espaces scéniques. Je vous invite tous, ils font une jam session à la Maison de la Culture, enfin la Maison de la Jeunesse des Hauts-de-Belleville, tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous voulez voir, moi aussi, parce que j'ai eu la même expérience que tu décrivais tout à l'heure, à peu près 200-250 jeunes pogotés sur de l'improvisation libre, c'est possible, c'est à Paris, à Belleville, en 2023. Voilà. Ça s'appelle la Lemon Jam. Merci Alexandre Pierrepont et bon cours. Je vais maintenant ouvrir la parole à la salle. On a quelques minutes pour prendre des petites questions si vous en avez. Oui. Bonsoir. C'est pour apporter. C'est pas, désolé, directement une question, ça pourrait le devenir, mais c'est une parole du coup d'artiste. Nicolas Worms, je suis compositeur et ayant travaillé à la fois dans le rock et en même temps en étant formé au conservatoire, donc à la musique contemporaine, à la musique écrite, et je suis très heureux de tout ce que j'ai entendu à ce débat, et notamment l'interrogation sur les musiques de création en général, alors qu'il s'agit d'à peu près, peut-être en pourcentage, peut-être 2% des musiques qui se créent objectivement en ce moment, qui sont représentées. Et moi-même, ça m'avait posé question beaucoup, donc je suis content que la réflexion se prolonge. Et juste, du coup, moi, ce que j'aurais voulu dire un peu en tant qu'artiste et artiste formé au conservatoire, c'est que je pense que c'est aussi aux artistes de, entre guillemets, donner à manger aux gens qui veulent parler de leur musique et de nourrir une réflexion qui soit pas musico-musicale uniquement, mais une sorte d'engagement artistique qui dépasse
la pure recherche technique musicale. Et c'est pas pour incriminer tel artiste ou tel autre qui le ferait pas, mais c'est que je pense que dans la formation puisque en fait finalement là, les musiques de création qui sont ici, c'est plutôt des musiques qui ont à voir à un moment avec l'institution. C'est ça un peu pour moi qui est leur dénominateur commun dans celles qui sont représentées ici. Et c'est pas mal en soi. Mais c'est juste du coup on parle de gens qui ont pour la plupart fait des études de musique, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui créent de la musique. Et dans ces études de musique que moi par exemple j'ai faites, elles étaient vraiment musicales à 98%. Il y avait effectivement un cours de Sylvie Pébrier qui n'était pas extrêmement suivi, mais qui était très intéressant. Et je pense que dans ce que je peux voir des écoles d'art plastique par exemple, les Beaux-Arts, et certainement aussi, je pense, les écoles de théâtre que je connais moins. J'ai l'impression qu'il y a eu un beaucoup plus fort ancrage des gens qui se destinent à créer, un ancrage dans la société de manière générale, en fait, avant de savoir, ou en parallèle en tout cas, de savoir techniquement comment écrire pour un orchestre de 95 musiciens. On se demande qu'est-ce qu'on a envie de dire un peu, qui on est, pourquoi on écrit de la musique. Il y a une réflexion sur quelque chose qui, du coup, et aussi potentiellement peut parler à plus de gens et peut même, parce que dans une interview, il y a des questions, mais il y a aussi des réponses. Et c'est vrai que pour que l'interview soit bien, il faut aussi que les réponses soient bien. Et moi-même, en tant que musicien, tant que j'étais vraiment beaucoup dans l'institution, j'avais du mal à savoir pourquoi j'écrivais de la musique, en fait. Et c'est un moment, en m'en retirant un peu, et donc du coup aussi avec un peu moins de moyens à ma disposition, beaucoup moins de moyens à ma disposition, que je suis revenu un petit peu à la base, et que je pense que maintenant j'ai l'impression d'avoir plus de choses à répondre qui puissent parler à plus de gens, parce que je me dis j'écris pas de la musique parce que j'ai envie d'écrire de la musique, mais j'ai compris certaines choses qui, à mon avis, pourraient être moins techniques à expliquer à un public plus large. Et voilà, c'était du coup pas vraiment une question, je suis désolé, mais plus un témoignage parce qu'il n'y avait pas d'artistes ou de musiciens ou musiciennes qui étaient interviewés à ce débat, mais voilà. Après, si quelqu'un veut réagir, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des réactions qui peuvent venir de là, mais qui peuvent venir d'ailleurs aussi? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est lié plus ou moins directement, mais moi j'avais une expérience intéressante il y a 10 ans en faisant le programme de Relais Culture Europe sur les subventions européennes, sur comment préparer ces dossiers-là, parce que pour qui a dû gérer des dossiers comme ça, c'est énorme en fait. Et c'était marrant parce que c'était des gens de Sciences Po qui nous encadraient. Et ils nous avaient demandé donc on n'était que des directeurs artistiques de théâtre ou de compagnie. Et il nous avait demandé de ramener une revue de presse le matin suivant, en fait, de ce qui nous avait interpellé dans la presse. Et on était tous arrivés avec des articles sur les arts et la culture. Et alors que la revue de presse, enfin, le truc était ouvert. Et en fait, ça nous a pointé, ça nous a mis le nez sur le fait qu'on était tous tellement nombrilistes, enfin obsédés par le secteur artistique et culturel. Personne n'avait été regardé en économie, en politique, enfin non pas qu'on s'y intéressait pas, hein, mais c'était le premier réflexe. Et donc le assignment, enfin notre devoir des jours suivants, c'était vous ramener tout sauf de la culture en fait. Et on va voir comment on va en parler et on va faire ces exercices de style, de présenter nos projets culturels comme si c'était pour la communauté de communes de je sais pas quoi ou tel investisseur chinois ou je sais pas quoi. Et c'était super dur en fait, parce qu'on avait tous l'impression d'inventer la poudre et de parler de façon lisible des projets, etc. Et donc il y avait vraiment un problème de communication, de formation, qui je pense, enfin pour avoir été formé en conservatoire et tout, il y a un manque de pratique, et je pense que c'est un problème de discours qui justement qui va au-delà du journalisme ou je sais pas quoi. C'est le discours sur la musique. C'est que quand on fait les conservatoires, enfin en tout cas de ma génération, on nous a jamais appris à écrire nos notes de programme par exemple. Donc j'ai juste l'impression que c'est aussi tout ce qui va autour du concert en fait. Qu'est-ce qu'on garde comme note de programme? Est-ce qu'il y a encore des avant-concerts? Enfin, c'est les questions que je posais à Kate en fait. Est-ce que ça a encore sa place quand l'avant-concert, c'est les retraités qui peuvent être là parce qu'ils ont du temps quoi. Enfin, j'ai rien contre les retraités, hein, mais ou alors quand ça commence par une musicologue qui dit ça m'est arrivé juste avant de chanter une pièce de Gérard Pesson, la toute première phrase qu'elle dit au public, c'est on ne présente plus Gérard Pesson.
C'était, pour moi, c'était un tournant. C'est juste un partage d'expérience. Là, on voit la moitié du public qui s'enfonce dans sa chaise en se disant merde, qu'est-ce que je fais là en fait ? Je suis pas le bienvenu. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un débat beaucoup plus large que juste renvoyer la responsabilité aux médias, aux journalistes, etc. C'est tout le monde. Moi, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus, effectivement, sur ce dont parlait Alexandre, sur l'intérêt pour le monde. Ça fait d'une bonne quinzaine d'années, par exemple, que je vois les plasticiens, les jeunes architectes, mais y compris un certain nombre, complètement préoccupés, comme la plus grande partie de la société, par l'état de la planète, et parfois justement casser les frontières entre architectes, jardiniers, plasticiens, jardiniers. Bon, alors ce que j'imagine en musique, c'est probablement beaucoup plus complexe, mais en tout cas, ce sont des préoccupations très présentes, à tel point, par exemple, qu'une revue, les éditions de La Tribu, que vous connaissez peut-être, qui font Nectar, qui font Dardar, et viennent de publier un numéro qui est sur les réseaux des alternatives, et toutes les alternatives économiques, agriculturelles, sociétales, avec les réseaux alternatifs de la culture. Il y a justement là, en reconnaissant le rôle de la culture, et qu'effectivement, pour peut-être... alors je le dis encore, je connaissant mal vraiment les réseaux musicaux, mais c'est parfois justement faire le pas de côté, aller voir ailleurs, se dire tiens, qu'est-ce que, de manière générale, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la création ont à dire sur des dangers qui nous menacent tous, sur un état du monde, et dans ces arts, qu'est-ce que la musique pourrait dire. Je regarde l'heure pour voir si c'est le mot de la fin ou si on a encore le temps d'une question. On a encore le temps pour une question ou une intervention. Oui, bonjour, Éric Labbé, je suis attaché de presse dans le domaine de la culture en général. Je voulais vous dire que les problèmes que vous posez sur la musique de création se retrouvent dans tous les champs de la culture, notamment le rapport aux médias et à la place dans les médias. Deuxième remarque, on bosse en ce moment avec des Néerlandais sur le programme Nord Sonore, et par rapport au terme musique de création dont on a tous souligné l'immodestie originelle, on a utilisé le terme de musique aventureuse, et pour moi c'est un truc qui est, plus je le retourne, plus c'est intelligent, parce qu'en fait la seule chose qu'on demande à ces musiques, c'est de sortir des sentiers battus et d'aller voir ailleurs. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans le jazz, qu'on retrouve dans la musique contemporaine, qu'on retrouve dans la musique expérimentale, ou même dans l'intelligent dance music. Voilà. Et troisième remarque, sur le média, si on devait retenir un média pour communiquer autour de ces musiques, podcast. Voilà. Après, sur le mot musique de création, juste, c'est vrai que c'est pas, il y a pas la musique, la création, elle est musicale, elle est partout, et pas que dans les musiques d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'ensembles de musiques anciennes. Je dis pas ça parce que j'ai aperçu Robin Faro dans le public, mais qui font de la musique de création avec des répertoires qui sont vieux de 500 ans. Ça aussi, c'est aussi lié à la manière dont on les présente et dont on les joue. Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci David Sanson, merci Valérie Sindot. Merci Raphaël Chamuchian pour la modération.